Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour le 234e épisode du podcast À côté de mes pompes, le podcast 100% course à pied sur lequel j'aborde avec mes invités des thématiques variées autour de ce sport qui est notre passion commune. Alors cette fin du mois de février aura été dense sur le plan de l'activité professionnelle mais également personnelle. Une semaine quasi blanche sur le plan sportif, mais ressourçante d'un point de vue familial avec une escapade du côté de Marseille. Mars arrive et je vais, dès ce vendredi, pouvoir rechausser les pompes et repartir de l'avant afin de préparer des échéances qui vont se profiler dans les prochaines semaines, mais également les prochains mois. Une fois de plus, merci à vous qui rejoignez par vos écoutes la communauté des auditeurs du podcast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous sur les plateformes de diffusion. Ainsi, vous ne manquerez aucune sortie des prochains épisodes. Dans ce 234e numéro passionnant, je vous invite à découvrir l'histoire inspirante de Dounia, une sportive qui a relevé des défis XXL allant du marathon au triathlon et jusqu'à un incroyable 100 km, montrant que tout est possible lorsque l'on croit en soi. Accompagnée par Bruno, que je ne présente plus ici sur le podcast, son entraîneur à distance, elle a su dépasser à la fois les barrières physiques, mais également mentales. En parallèle de ses prouesses sportives, Dounia se lance dans un projet entrepreneurial audacieux, celui de la création d'une ligne de vêtements pour sportifs en surpoids, démontrant son engagement à briser les stéréotypes, mais aussi à encourager chacun à vivre sa passion pour le sport, quel que soit son poids. Alors un grand merci à toi, Dounia, ainsi qu'à Bruno, qui t'accompagne au quotidien pour avoir accepté de livrer ton témoignage. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir le portrait de Dounia, une sportive qui réalise des défis XXL. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Dounia, bonjour Bruno. Alors deux invités dans le podcast aujourd'hui. Une invitée majeure, Bruno, je vais le dire, et ton rôle de témoin, puisque Dounia est une personne que tu accompagnes sur le plan de la course à pied et qui va venir parler de son parcours de sportive. Alors Dounia, sois la bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter. On fera un petit focus sur Bruno pour qu'il nous dise un petit peu quelles sont ses attributions pour des personnes qui n'auraient pas encore écouté quelconque capsule enregistrée depuis presque un an avec Bruno. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Dounia. J'habite dans la région la plus ensoleillée de France et la plus exotique puisque je viens de Bretagne. Je suis dans la trentaine. J'ai 42 ans pour être plus précise. Je me définis comme une sportive en XL qui se met des défis XXL parce que j'ai un profil assez atypique pour la pratique de la course à pied et des sports d'endurance. Je suis une jeune femme qui fait un poids de près de 100 kilos et c'est pas pour autant que j'ai pas terminé de marathon, de triathlon et même un 100 km grâce à l'accompagnement de Bruno. Alors Bruno, rebondissons sur ce que vient de nous dire Dounia. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, même si tu as l'habitude de le faire sur différents podcasts? Alors moi je m'appelle Bruno Huby, je suis un ancien professeur agrégé d'éducation physique et un ancien sportif de haut niveau. Donc j'ai pas la quarantaine de Dounia, j'ai la soixantaine. Et dans le cadre de mon parcours d'enseignant et d'athlète de haut niveau, je me suis naturellement tourné vers l'entraînement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu le plaisir de faire la rencontre de Dounia. Voilà, une rencontre qui m'a marqué par la façon qu'elle a eu de me contacter, qui m'a marqué, qui m'a même touché, je dois dire. Et donc, je pense que ces échanges qu'on va avoir vont peut-être aider ceux qui nous écoutent à prendre conscience que tout est possible, qu'il faut croire en soi, qu'il faut oser. Et c'est ça, je pense, le message à travers Dounia.
dans nos conversations qu'on va avoir. Dounia, quel était ton lien avec le sport avant de prendre contact avec Bruno? Est-ce que tu as une pratique qui est déjà ancienne dans ta jeunesse, ou est-ce que ça a été une découverte fortuite? Si oui, tu vas nous l'expliquer. Eh bien, comme beaucoup de gens, j'ai été sportive quand j'étais ado, puisque j'ai fait du basket pendant près de 10 ans. Et puis, ma première occupation professionnelle, qui était dans la restauration étoilée, a fait que, de par les horaires et de par le rythme de travail, j'ai rapidement abandonné l'idée de faire du sport, jusqu'à l'âge de mes 32-33 ans, où un beau matin, j'ai été rattrapée par à la réalité, et que j'étais confrontée devant mon miroir à un physique qui correspondait pas vraiment à ce que j'avais dans la tête et ce que j'avais dans le bide, et que c'est à ce moment-là que j'ai repris une pratique sportive. Donc je devais avoir 33-34 ans. Donc ça fait vraiment une très grosse période sans activité, ouais. Tu as tâtonné sur ces reprises d'activité pour partir sur quel sport? Quelles étaient finalement tes affinités au moment où tu t'es dit, dans la glace, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose? Eh ben, ça a été un petit peu comme le start and stop. Je sais pas si on peut dire que j'ai tâtonné, puisqu'on me voyait plutôt recommencer par du yoga, de la gym douce, et que je suis allée complètement à l'opposé, puisqu'après 15 ans d'inactivité, je me suis inscrite dans un club de triathlon. Donc dans le club de Levallois Triathlon, qui m'a accueilli à bras ouverts. Moi et mon profil plutôt atypique, puisque ils m'ont accueilli, et j'étais à cette époque à près de 130 kilos. Sans avoir d'expérience du vélo, de la natation et de la course à pied, le basket, tu avais fait une croix dessus? Ouais, j'avais fait une croix dessus parce que les horaires me convenaient pas, c'était le soir, donc moi je terminais, et souvent il était 1h du matin. J'avais envie d'un truc qui me remette peut-être un petit peu brutalement, du coup, pour ne pas avoir à réfléchir. Et j'avais envie aussi, je pense inconsciemment, d'être embarquée dans une pratique, embarquée dans un club, et de vivre un petit peu, j'ai envie de dire, l'absolu, et voilà, et de toucher quelque chose du doigt. En tout cas, c'est ce que j'avais dans le bide. C'est pas ce qui se reflétait dans le miroir, mais dans le bide, c'est ce que j'avais. J'avais envie de vivre un truc de dingue. Et l'inconscient a choisi. Je savais même pas ce que c'était, moi, le triathlon. Je vélotais un petit peu. Mais non, je courais pas. La nage, pas du tout. Je crois que mes derniers cours de natation, c'était en primaire. Donc c'était une découverte absolue du sport, de moi-même, et de cette pratique que je ne connaissais pas avant. Ouais. Alors c'est assez atypique quand on est néo-pratiquant, débutant dans une activité. On expérimente parfois, et Bruno pourra nous faire un petit focus là-dessus, on expérimente de son côté en solo. Toi, tu as osé franchir la porte d'un club et t'adresser à des spécialistes pour débuter cette expérience du triathlon. Ouais, aussi parce que alors ça a été très dur, là je vous le fais en rapide, mais il m'a pris quand même quelques jours avant d'envoyer ce premier message à ce club de triathlon, parce qu'évidemment il y a la peur du jugement et la peur du regard des autres, forcément. Aussi parce que je m'étais renseignée sur le triathlon et que je voyais bien que les profils étaient à l'opposé de ce que j'étais. Et en même temps, cette conscience de se faire accompagner par des coachs, et aussi j'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un qui vit en meute, et le fait de se retrouver dans un club, pour moi, ça c'était plutôt un point qui était hyper important, quoi. Pour moi, ça a été le déclencheur d'être entouré et d'avoir autant de monde autour de moi comme ça. Sur les premières séances, ça t'a aidé justement à entrer dans la discipline, à garder la motivation, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, tu étais plutôt start and stop. Là, tu as réussi à continuer et aller finalement peut-être chercher une première compétition, une première course. En fait, ça m'a aidé pour 2 points. La première, c'est d'être guidée dans la pratique que je découvrais, et ça m'a aidé à rester focus. En fait, je me suis targetée, pas forcément sur les meilleurs parce que je pouvais pas, mais je me suis targetée dans toutes les courses auxquelles mes collègues s'inscrivaient, en me disant toi un jour tu feras ça, un jour tu feras ça, un jour tu feras ça. Et c'est comme ça qu'après 9 mois, je me suis laissée embarquer dans une première course qui était le triathlon de Deauville, que j'ai terminé sur le podium en partant de la fin, bien évidemment, mais que j'ai terminé, je crois, hors délai, si mes souvenirs sont bons, mais que j'ai terminé quand même.
Et ça a été au-delà d'être l'épreuve du feu, parce que j'ai découvert la nage en mer que j'avais jamais faite. Je m'étais entraînée genre 2-3 semaines avant. Donc la mer à Deauville, c'est pas la mer des Caraïbes. Donc il faisait froid, c'était gris, il y avait des vagues. Donc ça a été vomito sur vomito pendant 1h15. Mais je savais que si je sortais de l'eau, c'était mon mantra, si tu sors de l'eau, tu termines ce triathlon. Et au moment où je pose les pieds sur le sable, je me retourne, je vois qu'il reste plus que 2 personnes dans l'eau. Je savais que cette course j'allais arriver à la finish line. Après donc 9 mois de pratique, Dounia, tu franchis la ligne d'arrivée de ce triathlon du côté de Deauville. L'expérience de la mer, la natation, le retour sur terre fait que tu arrives jusqu'à l'arrivée, au bout de ce défi. Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement? Un mélange de fierté, de barrière qui a définitivement sauté? Plusieurs choses. La première, c'est que il y a eu après la fierté, il y a eu l'effet d'avoir embarqué tout un groupe, et donc je passe cette ligne avec 130 personnes, puisque c'est la course club et que je suis la dernière, forcément tout le monde est déjà habillé, douché, parfumé et tout le monde m'attend, et donc je passe cette ligne et je vois tout le club qui se resserre autour de cette mission que tout le monde s'était donné à m'aider tout le long de l'année. Donc ça a été puissant, et c'est vrai que j'ai senti ma jauge intérieure se remplir à ce moment-là. Et la fierté personnelle est vraiment venue la semaine qui suit, en fait, où je me suis retournée, j'ai vu le parcours, j'avais la médaille entre les mains, les gens me félicitaient encore, et c'est là que j'ai réalisé que il y avait eu quelque chose qui avait été fait cette année-là. Et par rapport à ta pratique, quelles étaient les distances, si on peut apporter quelques éléments chiffrés sur ce triathlon, alors que 9 mois auparavant, tu n'avais pas effectué quelconque activité en triathlon? Ouais, tout à fait. Alors pour la partie natation, qui a été bizarrement la plus dure, ma première séance, j'ai fait 50 mètres et ensuite je me suis mise sur le côté. À Deauville, ce jour-là, j'ai fait 1,5 km, donc en mer. Pour la partie vélo, je débutais de zéro, et tout le long de l'année, tous les samedis, dimanches, il y avait des sorties longues, donc j'avais fait un peu de vélo quand même toute l'année. À Deauville, c'était 40 km. Et pour la partie course à pied, c'était 10 km le jour J. Donc tout ça enchaîné avec cette préparation qui a vraiment été difficile mais assidue pendant ces 9 mois. Ce côté assidu, tu l'avais déjà, ou est-ce que tu le faisais peut-être un petit peu plus en dilettante? Est-ce que ça a renversé et changé quelque chose, le fait d'être en club, de retrouver ce groupe, d'avoir un entraîneur derrière qui te pousse? Est-ce que ce caractère, cette force dont tu as fait preuve sur cette première épreuve à Deauville, tu l'avais déjà en toi? Le côté un peu toqué, je l'avais déjà, puisque mon surnom c'est Doun la déglingo, parce que c'est vrai que quand j'ai quelque chose en tête, j'ai mes œillères et j'y vais. Cependant, ce que j'ai compris et que je n'avais pas avant, c'est la résilience et la patience, le fait de passer des paliers petit à petit. Le fait de voir que la séance de fractionné cumulée à la séance de récup, cumulée à une séance longue, tout ça, ça faisait un tout qui arrivait qui m'a réussi à me faire passer la ligne d'arrivée. Et c'est ça que j'ai compris. Et pour moi, ça a été quelque chose de puissant, notamment pour les défis qui sont devenus de plus en plus grands par la suite. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de stop après cette première épreuve en Normandie. Tu as poursuivi. Ah non, il n'y a pas eu de stop. Il y a eu que du go, 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 puisque derrière, je suis allée sur un marathon sec. Derrière, je suis allée sur un half Ironman, donc le double en distance. La particularité de tout ça, c'est que j'étais toujours finisher, mais que j'étais toujours hors délai. Et ça a été ma plus grosse peine, ma plus grosse solitude, c'est que je m'entraînais comme une acharnée, mais qu'à chaque fois j'arrivais hors délai. Donc du coup j'avais la médaille, mais j'avais pas ce petit goût de, j'ai envie de dire, ce petit goût de fumée en plus. J'étais toujours hors délai, du coup j'apparaissais jamais dans ces classements. Et ça c'est quelque chose pour l'ego qui était vraiment très compliqué. Est-ce que ça te frustre? Ou est-ce que tu en veux un petit peu aux organisateurs de ne pas laisser, tu vois, cette possibilité aux personnes qui prennent le départ d'aller jusqu'au bout, même si on dit vous avez X heures pour faire l'épreuve, de ne pas fermer la course et que tu puisses apparaître dans ces classements? Alors, sur toutes les courses, j'ai réussi à terminer hors délai
Mais il y avait quand même l'organisation qui était là, donc c'était top. Et je peux pas en vouloir à l'organisation. Au bout d'un moment, il faut cadrer. Il y a des bénévoles, et il faut qu'il y ait quand même un délai. Et il faut qu'il y ait ce challenge, et il faut qu'il y ait cette target de temps. Le jour où j'ai eu le plus de frustration, c'était à Valence, le marathon de Valence, où je voulais pas lâcher l'affaire, mais j'étais à 6 heures de course à pied pour faire 42 kilomètres, et que les gens démontaient. Donc en fait, je savais plus par où passer. J'ai dû prendre mon GPS pour terminer cette course, pour essayer d'avoir jusqu'où était la ligne d'arrivée. J'ai terminé cette course au GPS. Ce jour-là, j'en ai voulu aux organisateurs, mais le reste du temps, pour moi, c'est normal de cadrer des épreuves aussi longues et aussi exigeantes. Ouais. Bruno, quel est ton regard sur Dounia, sur sa ténacité, sur sa motivation, avant qu'on évoque votre rencontre? De prime abord, sur ce que Dounia vient d'évoquer, quel est ton sentiment? Mais elle a prononcé des mots qui sont forts avec sa façon à elle de s'exprimer. Elle a dit dans mon bide. Les gens qui nous écoutent, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là, c'est pour partager, transmettre une expérience, peut-être inspirer des gens. Moi, je trouve que Dounia, elle est très inspirante. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut écouter la petite voix qui est en soi, c'est-à-dire que elle a su avoir cette faculté d'écouter cette petite voix, alors que tout le monde peut-être lui aurait dit mais non, faut pas faire ça, t'en es pas capable. Elle a su s'écouter, et c'est souvent ce que je dis aux gens qui s'adressent à moi, puisque c'est vrai que j'ai quand même un profil d'entraîneur de distance plutôt longue, soit j'entraîne des gens pour des Alpha Ironman ou des full ou des 100 km ou des 24 heures, même si j'enseigne aussi des gens pour du 10 km, mais je dis souvent aux gens, essayez de trouver cette petite voix qui est en vous, parce que souvent on s'écoute pas assez. On n'écoute pas cette petite voix. Mais ça, c'est valable pour la vie de famille, pour le sport, pour le boulot. Je pense qu'on doit se centrer sur soi. On doit écouter la petite voix qui nous parle, et que souvent on n'entend pas, parce qu'on a des vies de dingue, parce que l'évolution aussi de la société fait que on écoute plutôt les réseaux sociaux et les chaînes YouTube, et je suis bien placé pour le savoir puisque j'utilise ces outils-là que soi. Et donc c'est peut-être la première chose qui est remarquable chez Dounia, c'est cette capacité qu'elle a eue à écouter ce que lui disait son bide, et de faire en fait ce qu'elle avait réellement envie de faire. Après, ça me parle aussi parce que moi, pendant 20 ans, je me suis interdit de faire du 100 km, et c'est la discipline qui m'a rendu l'homme le plus heureux du monde. Donc écoutez cette petite voix quand toutes les autres voix vous disent de faire le contraire, c'est hyper important. Est-ce que Dounia, tu as reçu, au moment où tu as débuté ta pratique sportive en triathlon, en course à pied, des messages un petit peu négatifs de personnes qui te voyaient justement mener ces épreuves et peut-être t'acharner de leur point de vue, pas du tien, dans ces compétitions au long cours, avec peut-être des messages en te disant pourquoi tu fais aussi long, fais peut-être des choses un petit peu plus courtes, à ta mesure. Est-ce que tu as reçu ce genre de messages, de commentaires? C'est des messages qui ont été, oui, tout le long de mon année de préparation, j'en ai eu beaucoup de gens qui ont eu peur pour moi. Forcément, c'est comme dans toute prise de risque, il y a toujours un petit peu de peur, leur propre peur et les véritables peurs, puisque si demain je vous demande de courir avec des poids de 30 kilos dans chaque main, c'est sûr, on a peur pour les articulations, on a peur pour le cœur, on a peur pour plein de choses. Et ça a été parmi mes combats et les défis que j'ai dû relever, plus finalement que ma pratique et ma discipline. De gérer un peu les autres, ça a été un challenge, ouais. Et puis essayer de les rassurer, et puis au bout d'un moment de plus écouter, quoi. Il y a un moment, en fait, si on prend pas de risque, on fait pas des belles choses. Donc c'était vraiment, j'avais un écran, j'avais la poker face, donc j'écoutais les gens parce que c'était leur ressenti, qu'il fallait l'écouter, que c'était bienveillant au départ. Mais à l'intérieur, voilà, il y avait cette petite abeille là qui tournait en rond et qui savait que l'objectif était là. Donc c'était le jeu, quoi. Sur un plan santé articulaire, tu le disais, avec ton poids, est-ce que des médecins ont pu s'opposer à te délivrer un certificat médical pour telle épreuve ou telle compétition? Oui. Pour avoir le certificat de pratique, j'ai fait 5 médecins. Et en fait, c'est des choses que je comprenais, donc j'ai même pas de grief là-dessus. Jusqu'à temps que je fasse la rencontre, c'est encore une place de l'humain, où là, il y a une sorte de pacte qui a été fait avec le médecin. C'était que quand ça tire trop, on arrête et tu viens me voir. Et en fait,
cette relation qui s'est tissée en une séance, c'est mon médecin actuel aujourd'hui. Ça a été un gage de confiance, et du coup il m'a permis d'accéder à cette pratique et plein d'autres choses derrière, et je le remercie pour ça aujourd'hui. Ouais. Donc il aura fallu une rencontre pour te permettre d'établir tout ce que tu as mené par la suite, avec des hauts, avec des bas sans doute. Tu sais t'écouter, et quand tu le disais tout à l'heure, quand ça tire trop, eh bien je sais peut-être lever le pied. Ouais, et puis aussi l'expérience aussi, parce qu'effectivement au départ j'ai fait une année de reprise avec des douleurs permanentes. Donc il y avait les vraies douleurs de la tendinite par exemple, où là il fallait s'arrêter, mais les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, non, j'y ai échappé, puisque du coup sur les 3 sports il y avait quand même la natation et le vélo où c'était plus pratique, mais il a fallu passer cette année avec arriver à faire la part des choses entre les véritables douleurs où là on est en zone rouge, on arrête, et les petites douleurs qui font partie de mon quotidien de femme grosse qui fait du sport, quoi. Est-ce que aujourd'hui tu es plus en phase avec cette personne qui te renvoie l'appareil dans le miroir? Alors c'est clair que pendant l'année de préparation, mon apparence a changé, puisqu'il y a eu près de 25-30 kilos en moins. Aujourd'hui, je suis toujours une femme en surpoids, mais je suis une femme en surpoids qui fait des trucs de ouf. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec mon image. Et aujourd'hui, moi, c'est pas du poids que je vois, c'est des muscles, c'est de la volonté, c'est de la détermination, c'est un côté un peu déjanté, un côté un peu funky. Et en fait, cette pratique du sport et d'avoir relevé des défis un peu cinglés, je pense que ça m'a poussée à m'assumer complètement dans l'enveloppe corporelle que j'avais, et que j'ai aussi pas forcément choisi au départ, quoi. On est comme ça. Il y en a qui sont plus maigres que d'autres, et moi aujourd'hui, je suis la runneuse avec des petits bourrelets et ça me va bien, ouais. Ça fait partie de toi, ce sont tes caractéristiques, et aujourd'hui, tu ne t'interdis rien. Tout est possible. Je pense définitivement que rien n'est impossible, plutôt. Je pense qu'on peut tout viser dans la mesure où on prend l'ampleur du projet et qu'on s'y prépare surtout, quoi. Avec rigueur, avec sérieux, comme tu as pu le faire dans cette première préparation. Aujourd'hui, tu es accompagné par Bruno. Comment s'est passée votre rencontre? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à vouloir prendre un coach personnel, qui plus est à distance? Eh bien, comme je disais, j'avais toujours cette frustration de ne jamais terminer dans les délais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même un peu gâché ma pratique. Parce que je comprenais pas qu'en suivant tout, qu'en ayant une alimentation rigoureuse, je n'arrive pas à passer le pas de terminer dans ces délais. Et la rencontre avec Bruno, en fait, elle s'est faite purement par hasard, même si on le sait tous, il n'y a pas vraiment de hasard. La rencontre avec Bruno, pour moi, elle est marrante, puisque j'ai l'habitude de dire que j'ai rencontré Bruno aux toilettes. En fait, j'étais en soirée avec des amis, et là, j'ai une pause pipi, donc je vais aux toilettes, et pendant que je fais mon pipi, j'ai mon regard qui se pose sur un livre bleu écrit par un homme qui est entouré de livres sur le féminisme. Donc du coup, réflexe, je prends ce livre bleu. Courir longtemps. Mon ami n'est pas sportif pour un sou, mais pas du tout. Donc premier coup de bambou, j'ouvre ce livre au hasard, comme on peut tous faire, sur la page 200. Sur cette page 200, il est écrit en gros « Pourquoi courir un 100 km ?» Et premier réflexe, et je vais être un peu vulgaire, je suis désolée, je me dis, mais ils sont cons, ces gens qui courent des 100 km, ils peuvent pas faire du triathlon à la place. Et donc du coup, ça m'intrigue, et je commence à lire quelques lignes rapidement, et je tombe sur une autre phrase qui sera vraiment la petite graine, et que j'ai encore aujourd'hui, et qui est en fait toute mon histoire. Bruno, dans ce livre, il glisse donc « Pourquoi courir un 100 km ?» Il dit « Et si vous vous contentiez juste de le finir ?» Et là, ça fait écho avec toute mon histoire et ces années de pratique. Et là, je prends le livre, je le mets sur mon t-shirt, je dis rien, et je repars avec, et je termine en 2 jours. Et je me dis, il faut que je contacte cette personne que je ne connais pas. J'ose pas le faire, parce que je me dis que c'est un champion du monde du 100 km, et que moi, je suis pas grand-chose. Donc du coup, encore une fois, je mets des jours et des jours à écrire ce mail.
Et puis, à un moment, je dis, vas-y, allez, on n'a qu'une vie, et j'appuie sur envoyer, et j'envoie un mail à Bruno pour lui demander de m'accompagner. Et ça a été un grand moment, ouais. Et il s'était passé combien de temps avec tes débuts de pratique en triathlon? Tu avais déjà une expérience avec marathon, half Ironman. En termes de délai, combien de temps s'était passé? Il s'est passé, je dirais, 5-6 ans. 5-6 ans, et je fais le pas parce qu'en fait, à ce moment-là, je vis quelque chose de terrible dans la vie de tous les gens. C'est que je vis un chagrin d'amour qui me retourne le bide, et je me dis à nouveau, il faut quelque chose. Il me faut un objectif pour essayer de traverser en fait cette épreuve. Et c'est ce qui fait que je clique sur envoyer. Sinon, je crois que je l'aurais jamais fait. Bruno, quand tu reçois le message de Dounia, qu'est-ce que tu vois apparaître sur l'écran et quel est ton ressenti? Mais je vois apparaître sur l'écran ce que je vois souvent, c'est-à-dire que les gens ont toujours ce côté un peu sympa, un peu tendre de me dire, ça me fait penser au sketch de Coluche, je m'excuse de vous demander pardon, les gens écrivent, mais on sent qu'ils veulent pas déranger, quoi. Et ça c'est touchant. C'est toujours touchant quand les gens s'adressent à moi de cette manière-là. Mais Dounia, elle a un élément qui est déterminant dans le fait que je vais moi aussi dire oui tout de suite, c'est qu'elle me dit, elle me raconte son histoire. Elle me dit voilà, moi je fais des compétitions, je fais des triathlons et j'arrive hors délai tout le temps. Est-ce que vous pourriez pas juste m'aider à passer la ligne dans les délais? Et ça enfin ça m'a touché. Elle a touché dans le mille, quoi. J'étais foudroyé en plein cœur. Je me suis dit mais c'est extraordinaire de se présenter de cette manière-là. Et pour moi, c'était un challenge. Je me suis dit bah ouais, allons-y. Et je dirais pas que c'est aussi excitant que d'aider quelqu'un à devenir champion du monde, mais quasiment, parce que du coup, elle, c'était son championnat du monde. Son championnat du monde à elle, c'était de passer la ligne. Et je lui ai dit allez-y, on y va, banco. Après, très vite, j'ai eu le plaisir de la côtoyer d'une autre manière. Je me rappelle plus exactement l'histoire, mais Doun, elle s'est mise à m'envoyer des vidéos quand elle revenait de ses sorties longues. C'était mortel. Moi, j'étais mort de rire. Je lui dis mais faut qu'on partage ça. Enfin, franchement, c'était. Et on a commencé à partager ces vidéos, et derrière il y a toute une communauté qui l'a suivi. Les gens demandaient des vidéos de Doun parce que, alors allez voir sur ma chaîne YouTube, elles y sont. Je vais pas vous raconter ça maintenant, mais tout le monde était mort de rire. Moi, le premier, j'étais mort de rire. Elle a un ton, elle a une manière de s'exprimer avec de la dérision, de l'humour. C'était vraiment, franchement, c'était un régal. Et elle a créé vraiment une communauté derrière elle qui la suivait et qui attendait les vidéos. On attendait les vidéos de Doun. C'était assez incroyable. Donc, on a largement dépassé le cadre du simple entraînement. Et mais après, il s'est avéré qu'elle était sérieuse sous ses airs de déconneuse. Elle faisait les séances, elle était bosseuse. Tout ce qu'elle a expliqué là, c'est vrai. Elle l'a mis en place. Elle était sérieuse, elle appliquait le plan à la lettre. Et du coup, le premier marathon est arrivé. Et après le marathon, j'ai reçu une photo. Elle était là en selfie avec la médaille. Et il y a un truc que j'ai pas vu tout de suite et que j'ai vu qu'après, c'est qu'il y avait une petite larme qui coulait sur sa joue. Et ça a été foudroyant pour moi, quoi. C'est-à-dire, il y avait pas un mot, il y avait juste la photo, la médaille. Je l'ai toujours, cette photo d'ailleurs. La photo, la médaille et la larme qui coule sur la joue. Et là, voilà, quoi. Tout est dit. Cette médaille, cette larme, c'est à l'occasion de quelle course, Dounia? C'était le marathon de La Rochelle. Ouais, c'était pas le plus facile, je me rappellerai toujours. Donc le délai, c'était 5h30. Et donc là, Bruno me dit, bah écoute, on va aller essayer de viser 5h15, sachant que moi, mon dernier marathon remontait à 1 an ou 2 ans avant, et j'étais à 6h10 ou 6h15, quoi. Donc il y avait un gros delta, il y avait le même poids. Ça me semblait mais tellement loin de ce que je pouvais réaliser. Et c'est quelque chose qui s'est vite atténué, je dirais, je me suis dit, il est complètement fou, il a accepté. Il est complètement fou, il me dit on va faire 5h15, et il est complètement fou parce qu'il rentre dans mon jeu. Donc là, ça a fait un checker explosif, et au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte là, il y a encore eu un déclic de l'importance de la personnalisation du suivi, en fait. Jusqu'ici, j'avais eu des plans d'entraînement en groupe, et là, j'avais quelqu'un qui était dédié à mon allure et à tous mes ressentis au-delà de la montre.
Et voilà, et on est arrivé, je dis on parce que j'avais l'impression qu'il était avec moi. D'ailleurs, j'ai reçu pendant la course un texto. Je crois que je devais être à 4h30 de course, donc dans le mal. Et je reçois un texto me disant que j'étais pas loin de la ligne d'arrivée. Donc ça a été ouf à vivre aussi. Et voilà, donc 5h15 avec un vent de ouf, même pas 5h13 et 30 secondes, je crois bien. Donc ça a été encore une victoire. Et je pense que ça a été ma plus belle ligne d'arrivée, quoi. C'est-à-dire que je pouvais fêter en même temps que les autres. J'étais pas en décalage, j'étais là en train de profiter de l'après-course en même temps que tout le monde et personne ne démontait le parcours. Donc c'était mais c'était ouf et c'était ma plus belle course, ouais. Bruno, en tant qu'accompagnant, parce que on l'a déjà évoqué dans le podcast, le fait de prendre un entraîneur avec un plan personnalisé, c'est au-delà de simples séances positionnées sur un calendrier, sur un agenda. Il y a beaucoup plus, et le côté humain, c'est ce que cherchait Dounia et c'est ce que tu as pu lui apporter. Mais c'est ce que je cherche aussi, moi, dans ces accompagnements personnalisés, parce que c'est vrai que c'est à distance, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la présence. On a l'habitude, nous, dans le sport et bien sûr dans la course à pied, d'avoir le coach à côté qui est là avec le chronomètre et qui dit ou pas des choses, enfin peu importe. Et donc on est sur ce modèle-là. Et quand j'ai lancé mon entreprise en 2010, j'étais sur un autre modèle. C'est-à-dire, moi je disais en gros, moi je vous offre de la compétence mais à distance. Alors est-ce que c'est mieux compétence à distance que de la présence? À vous de voir. Et maintenant avec les outils modernes, on peut vraiment accompagner les gens. Enfin, on peut vraiment suivre comme si on était à côté, et même mieux. Moi je pense que c'est même mieux. Mais moi, je fais ça pour vivre des histoires comme ça. Quand quelqu'un s'adresse à vous en disant, moi, quand j'arrive, ils ont tout remballé, les barrières, les trucs. C'est tellement. Enfin, on sent que derrière, il y a un être humain avec de la sensibilité, avec. Donc forcément, c'est ça qui me plaît, moi. Ce sont ces projets individuels et de les suivre avec chacun sa différence, sa particularité. Après, avec Dounia, ça a très vite matché. On partage une autre passion, c'est l'amour de l'œnologie, de la bonne bouffe et du vin. Mais elle, c'était son métier à l'époque. Et donc c'est vrai que ça nous a aussi rapprochés. Donc même à distance, il y a vraiment des liens qui se créent, des belles histoires. Et après, bien sûr, c'est ce que je dis toujours, ce qu'il faut, c'est que le virtuel se transforme dans du réel. Donc on a eu le plaisir de se rencontrer, de passer les moments ensemble. Et là, c'est formidable. De tout ce que tu as pu entreprendre, cette rencontre, alors préalablement aux toilettes, par le livre de Bruno que tu as pu compulser, et derrière avec tout ce qui a été mis en place, est-ce que c'est vraiment l'élément qui a été le catalyseur de tes réussites futures? Moi, je dis toujours aujourd'hui que j'ai eu 2 hommes dans ma vie. J'ai eu mon premier amour et j'ai eu Bruno, qui est le coach de ma vie, mais qui est aussi le 2e homme de ma vie, puisque grâce à lui, j'ai réussi à me surpasser. Et effectivement, au-delà des plans et du suivi, cette connexion qui est presque un amour paternel, cette connexion qu'il y a eu, elle a été, c'est pas explosive, mais c'est vrai qu'elle m'a aidé à passer tous les paliers, mais vraiment sereinement, dans la bienveillance et en même temps dans l'exigence. Et aujourd'hui, un accompagnement sans plan et sans Bruno, pour moi, c'est inenvisageable. Parce que il a aussi ce côté qui est terre à terre, c'est-à-dire que si c'est un défi à la con que je ne vais pas réussir, il va pas vouloir le faire avec moi. Et c'est ça que j'apprécie, en fait. Il est là pour m'accompagner et en même temps, il est là aussi pour me dire non mais là tu déconnes, c'est sans moi, on n'y arrivera pas. Et cette transparence, en fait, c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce que j'aime dans la relation humaine et c'est pour ça que ça m'a matché et c'est pour ça que ça m'a emmené encore plus loin du coup que le marathon. Alors jusqu'où ça vous a emmené? Mais Bruno, je te laisse quand même répondre par rapport à ce catalyseur de la réussite de Dounia, par ton expertise et par ton accompagnement. Moi, je suis toujours touché par ces mots, par ces commentaires, par ces témoignages, mais c'est pas de la fausse modestie. Je pense que toi, Seb, t'as employé le terme de catalyseur ou d'étincelle. Moi, je suis juste là pour faire l'étincelle et pour que ça explose. Mais derrière, il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui se donnent les moyens, il y a des gens donc c'est assez facile quand même pour moi. Donc je pense que la part qu'on m'accorde
mais vraiment, je suis sincère, là, je ne suis pas certain qu'elle soit si importante que ça, parce que si derrière il n'y a pas quelqu'un, et je le sais parce que ça m'arrive aussi de rencontrer des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne croient pas en eux, qui n'écoutent pas leur petite voix, qui ont la peur du jugement. Elle a employé tout à l'heure aussi cette notion très importante, la peur du jugement. Et beaucoup de gens ne font pas les choses parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc moi, si je n'ai pas quelqu'un qui soit capable de mettre en place tout ça, je ne sers à rien. Je ne ferai rien, je ne ferai jamais rien. Donc j'aime bien cette notion d'être une étincelle. Voilà, l'étincelle, elle est indispensable, mais c'est pas elle qui fait tourner le moteur. Il faut de l'essence, il faut des pistons, enfin bref, j'y connais rien en bagnole, je sais pas pourquoi j'utilise cette métaphore, mais voilà. Donc rendons à Dounia ce qui appartient à Dounia. Est-ce que Dounia, le plus dur n'a pas été d'envoyer ce message, comme tu l'avais fait pour ton club de triathlon, là ce mail à Bruno pour lui exposer ton profil, tes défis? Est-ce que c'était pas cette action-là qui a été la plus délicate à réaliser avant ensuite de te lancer et de découvrir le fonctionnement des entraînements et du suivi par Bruno? Si, clairement, ça a été le plus dur puisque j'ai mis des jours avant de le faire et que mon message était enregistré dans les brouillons à plusieurs reprises et à plusieurs moments de la semaine. Ça a été le plus dur, pareil, pour plusieurs raisons, hein. Il y a quand même dans le fond un sentiment de honte, en fait, de s'entraîner et de pas passer la ligne d'arrivée dans les temps. Il y a un sentiment d'humilité et de se dire mais qu'est-ce que va faire un champion avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette sphère-là. Il y a la peur de refuser d'avoir un nom, pardon. Il y a plein de sentiments qui viennent se mêler et voilà, heureusement que j'ai eu ce grain de folie finalement pour appuyer sur ce bouton. Alors tu évoquais des défis bien plus grands que ce marathon, que de passer la ligne d'arrivée. Est-ce que tu as trouvé des bonnes raisons pour aller boucler un 100 km? Alors, je ne sais pas si on a des bonnes raisons de courir pour faire un 100 km. Il y a la raison de profiter de la vie et de faire des trucs un peu fous. Je pense que c'est déjà une excellente raison. Comment ça s'est déroulé? Donc forcément, avec ce bouquin, j'avais ça en graines qui a germé. La préparation marathon se passant plutôt bien et j'arrivais à franchir les étapes. C'est vrai qu'à un moment donné, on est venu à en parler de ce 100 km. Et c'est finalement Bruno qui va finir par me pousser un petit peu sur ce 100 km. Il va finir par venir me mettre le petit coup de pied aux fesses après ce passage du marathon en me disant écoute, ça me ferait très plaisir de t'offrir cet accompagnement pour les 100 km catalans. Donc c'était du côté de Montpellier et c'est donc Bruno qui vient mettre l'étincelle et je réfléchis pas et c'était parti pour une prépa 100 km. Et comment elle s'est passée, cette prépa 100 km? Parce que tu dis marathon, ça s'était globalement bien passé. Là, on vient à plus que doubler la distance. Eh bien, moi, j'ai presque envie d'inviter tous les débutants en ultra-endurance à préparer un 100 km plutôt qu'un marathon. Parce que bizarrement, la préparation a été, je peux pas dire 10 fois plus facile, mais elle est passée vraiment tranquille. Les allures étaient vraiment très, très lentes. Donc du coup, j'étais vraiment sur des séances longues, mais d'une facilité au niveau de l'allure que ça m'en faisait même presque peur. Je me disais, mais j'ai pas l'impression d'être fatiguée. Ma séance la plus longue faisait 6h30 ou 7h. Au bout des 7h, j'étais pas fatiguée. Et je me suis dit, mais ouais, dans quel bourbier il m'envoie, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Il y a un truc que je comprends pas, je suis pas fatiguée. Et j'ai compris par la suite que c'était effectivement sur une allure qui était tellement basse que du coup la fatigue s'installait avec le temps et sur plusieurs kilomètres. Et elle s'est tellement installée avec le temps qu'en réalité le jour J, j'ai ressenti de la fatigue après le 70e kilomètre. Donc j'ai vraiment couru jusqu'au 70e. Et au 70e, c'est là que le mental a flanché un petit peu, quoi. Comment tu as fait pour relier l'arrivée avec 30 km encore à parcourir, soit presque l'équivalent d'un marathon? Il y a eu une alternance à nouveau très disciplinée de marche et de course, mais vraiment disciplinée, c'est-à-dire que je faisais 5 minutes de course, 1 minute de marche. Vraiment, ça a été c'était pas de la motivation, c'était vraiment une discipline extrême. C'est mon cerveau que j'ai paramétré dans cette douleur. Les ravitaillements aussi, c'est tout bête, mais d'arriver et de prendre une rondelle de saucisson, moi ça me redonne le sourire.
Et ça me redonne de la force. De parler à des gens en pleine nuit qui sont là au bord de la route à minuit à vous encourager, ça m'a aidé à finir. Et puis il y a aussi eu le texto au 80e kilomètre de Bruno qui me disait ne lâche rien, t'as fait le plus dur, maintenant il faut aller relayer l'arrivée. Et ça, à nouveau, c'est arrivé à un point où j'étais vraiment mal. Et du coup, ça a fini de me donner le coup de peps pour les derniers kilomètres. Dans ce suivi de course, Bruno, comment tu fais à distance pour pouvoir lui envoyer un texto au bon moment quand tu sais qu'elle est dans la difficulté où le mental peut flancher? Vous avez des outils pour assurer ce suivi à distance? Je le fais pas avec tout le monde. Je le fais pas systématiquement. Mais là, voilà, il y avait vraiment il y a un lien qui s'est créé avec Dounia. Donc, je me rappelle plus précisément les détails, mais ce qui est certain, c'est que oui, pour un premier 100 km, pour quelqu'un qui m'avait contacté un petit peu de temps auparavant en me disant je veux juste franchir la ligne parce que ils ont tout remballé, et là de la retrouver sur un 100 km, c'était aussi une victoire pour moi de l'avoir emmenée aussi loin, mais parce que je savais aussi qu'elle était en capacité de répondre. Donc je connaissais l'heure de départ, je connaissais son allure. C'était pas difficile de savoir qu'elle allait rentrer dans les parties difficiles à partir du 70-80, parce que un 100 km, c'est ça la problématique. C'est comment finir les 30 derniers. On ne peut jamais reproduire à l'entraînement ce qu'on va ressentir dans les 30 derniers, sinon on va droit à la blessure ou au surentraînement. Donc je savais que forcément un message à ce moment-là, ce serait. Alors je ne sais plus, j'étais pas forcément certain qu'elle allait le lire. Tous les gens ne courent pas avec un téléphone, donc ouais, ça me paraissait important de lui dire je suis toujours là, tu peux compter sur moi, on te suit, on est derrière toi, parce qu'il y avait beaucoup de monde aussi qui attendait et qui regardait cette course. Parce qu'elle a parlé il y a un mot aussi qui m'a bien plu dans ce qu'elle a utilisé tout à l'heure, c'est la notion de meute. Et c'est vrai que très vite, elle a su fédérer dans mon réseau sur le groupe autour des entraînements, et elle était donc un peu la mascotte. Et je savais aussi que ça l'animait elle, mais ça animait aussi tous ceux qui la suivaient. Et donc c'était important de lui montrer qu'on était tous là, qu'on la suivait, parce que tout le monde suivait ses résultats, et tout le monde attendait de savoir ce qu'elle allait faire, parce que forcément sur un 100 km, quelqu'un qui passait juste la ligne sur un marathon, ça paraissait fou. Mais c'est aussi Dounia, c'était aussi un moyen de montrer à tout le monde qu'on peut le faire quand on a envie. Souvent, les gens me disent « Est-ce que je peux faire un 100 km ?» La seule réponse que je donne, c'est « Est-ce que tu en as très envie ? Est-ce qu'au fond de toi, c'est quelque chose qui te motive ? Pourquoi tu le fais ? Tu le fais pour faire plaisir à ta copine, ton copain, tu le fais pour te rendre intéressant, tu le fais pour briller, ou au fond de toi, t'as voilà ce qu'elle a dit tout à l'heure, une petite abeille, un truc dans le bide. Si t'as ça, tu peux faire un 100 km. Et donc, elle était la preuve qu'on pouvait le faire. Et moi, c'est une épreuve que j'ai plaisir, parce qu'elle m'a tant apporté, que j'ai plaisir à, peut-être pas à démocratiser, mais à montrer qu'elle est accessible. Et la première réaction des gens quand on leur parle de 100 km, c'est la réaction de Dounia. Mais qu'est-ce qu'ils se font mais pourquoi ils courent 100 km? C'est n'importe quoi. En fait, non. Donc, si je peux être un bon ambassadeur du 100 km et de cette belle discipline, et montrer à travers des gens comme Dounia que c'est possible, c'est une très belle victoire pour moi. Ouais, moi je voulais rebondir sur le pourquoi on fait ça, qui est important et qui est propre à chacun. Et ce qu'il faut en fait, c'est vraiment être honnête avec soi-même. C'est si t'as envie de faire ton 100 km parce que t'as envie de te faire du bien à l'ego, mais en fait soit t'as le droit, c'est ton droit en fait. Si t'as envie de frimer à tes apéros en disant que t'as fait un 100 km, t'as le droit. Chacun voit en fait son bonheur, et il y a pas de jugement à ça. Et l'important c'est vraiment d'allier ce défi de l'impossible avec la préparation de l'impossible. Et ça, par contre, il faut vraiment avoir conscience que on peut être hors norme, on peut faire des défis hors norme. Par contre, il y a une prépa hors norme qui attend, et c'est là où il y a un enjeu, et il faut être conscient de ça. Quels seraient pour toi, Dounia, les axes de cette discipline dont Bruno parlait? Dounia, elle est sérieuse, derrière ce côté un petit peu foufou, déglingo sur les vidéos. Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir tenir dans la durée sur des préparations qui sont quand même très exigeantes? C'est quoi pour toi la discipline? Ça a commencé avec un vision board. Donc dans ma chambre, j'avais imprimé la publicité du 100 km que j'avais collé sur une feuille blanche, avec des objectifs de temps,
mais aussi d'autres objectifs plus personnels. Et en fait, je me levais avec ça. Donc, j'étais déjà dans le fait de passer cette ligne d'arrivée et de ressentir les choses que j'ai ressenties effectivement, je dirais à l'identique le jour où j'ai passé la ligne. Ça a été la récupération, ça a été la discipline dans l'alimentation, malgré tout, qu'il faut moduler. Moi, pendant ces 3 mois, je vais pas dire que j'ai arrêté de boire du vin, mais disons que les dernières semaines, j'ai complètement arrêté et que j'étais sur une alimentation intelligente pour la récup. Ça, c'est important. Et puis, là, ouais, il faut mettre le cerveau sur off dans cette discipline pour aller courir coûte que coûte, qu'il pleuve. Enfin, c'est, ouais, je dirais que c'est au-delà de la discipline. C'est presque être toqué, hein. Une fois ce 100 km abouti, il y a forcément des discussions avec ton entraîneur, ton coach. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans ces conversations pour débriefer un petit peu cette préparation, cette réalisation? Il y a des mots qui ont dû être échangés. De quelle teneur étaient-ils? Ça a été une discussion, je dirais, assez difficile pour moi, qui ai du mal à recevoir les compliments et les retours sympathiques et bienveillants. Du coup, ça a été aussi dur que d'envoyer le mail, parce que j'avais un retour vraiment bienveillant de la part de Bruno sur tout le chemin qu'on avait parcouru. Et du coup, moi, je m'en souviens très bien d'ailleurs, parce que je suis restée muette pendant toute la conversation. Donc, c'était un monologue où vraiment, voilà, j'avais les félicitations de mon coach, j'avais les félicitations de Bruno en tant qu'homme aussi, et du coup, c'était vraiment dans l'humilité, dans un moment qui était très fort, mais silencieux, en fait. J'étais dans l'introspection dès le retour, dès cet appel, en fait. J'étais en train de réaliser que ce que j'avais fait et d'où on était parti, c'était un putain de boulot, quoi. Bruno, de ton côté, si tu te remémores ce passage de la ligne d'arrivée, cette discussion avec Dounia, qu'est-ce qui est ressorti et comment tu abordes ce débrief avec une athlète, avec un parcours un petit peu atypique? Quels ont été tes mots? Et Dounia, elle est comme tout le monde. Elle avance, elle progresse, elle va étape par étape, mais elle est comme tout le monde, elle est comme toi, comme moi. On a la mémoire courte. C'est-à-dire que forcément, quand elle prend le départ de son 100 km, je sais pas si elle se souvient qu'il y a quelque temps auparavant, elle était pas finicheuse et qu'elle franchissait la ligne alors que les autres avaient tout remballé. Donc, on est tous comme ça. Les êtres humains, on a tendance à oublier, on n'a pas de mémoire. Et moi, je trouve que le rôle de l'entraîneur, c'est d'avoir ce recul nécessaire sur les choses. Moi, j'aime bien dire aux gens, même pendant une préparation, même pendant une séance d'entraînement, de dire aux gens, allez, fais un stop, demi-tour, regarde d'où tu viens, regarde tout ce que tu as accompli. Et là, c'était quand même assez extraordinaire. Qui pouvait se dire qu'un jour, Dounia allait faire un 100 km, allait le boucler. Donc moi, mon rôle d'entraîneur, c'est d'avoir ce recul nécessaire que l'athlète n'a pas parce qu'il est dans un tourbillon d'émotions, parce qu'il est dans l'instant présent, il est dans l'action. Et là, moi, mon rôle, c'est de lui dire avec objectivité et avec honnêteté. Il ne s'agit pas de mentir, mais de lui dire, voilà, regarde tout ce que tu as accompli, regarde tout ce que tu as parcouru, parce que je me souviens qu'elle avait quand même beaucoup souffert à la fin et que comme tous les sportifs, c'était plutôt un peu ça qui ressortait. Elle était un peu quand même touchée. Physiquement, c'est quand même dur, 100 km. Donc, je pense qu'il y avait ces sentiments un peu négatifs qui auraient pu prendre le dessus. Et moi, mon rôle, c'est d'avoir le recul nécessaire, l'objectivité, de lui dire, attends, hein, tu viens de faire un truc de dingue, je sais pas si tu te rends bien compte, avec des mots simples. Hein. Et donc, voilà, ça s'est passé de cette manière-là. Je pense qu'il faut être dans la simplicité, dans le recul nécessaire que l'entraîneur doit avoir, mais surtout dans la sincérité. Il faut pas mentir aux athlètes, il faut pas mentir aux sportifs, il faut leur dire ce qu'on pense vraiment. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, nos liens, nos rapports faisaient que, voilà, ça va bien au-delà de l'entraîneur. Et donc, il était hors de question de lui dire quelque chose que je ne pensais pas. Dounia, de ton côté, est-ce que tu as de fait avec des courses achevées dans les délais, un 100 km, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des défis plus grands que tu vas te donner, que tu vas te lancer, ou est-ce que tu as simplement envie de prendre plaisir à courir et à boucler des courses auxquelles tu pourrais prendre part? Alors, il y a eu 2 phases.
Il y a eu la phase où après les 100 kilomètres, et juste pour la petite histoire, c'est que j'ai terminé ces 100 kilomètres brûlés au premier degré. J'ai eu les cuisses brûlées au premier degré et donc j'avais une couche de peau qui est partie sur 20 centimètres parce qu'en fait l'épreuve était trop longue pour ma morphologie. Du coup, après cette épreuve, j'ai plus vraiment eu le goût de l'épreuve longue et de vraiment m'investir sur de la longue et très longue distance. Simplement aujourd'hui, je pense que ça revient un petit peu, ça recommence à me titiller. Là, je manque de temps, mais c'est vrai qu'il y a toujours le Graal des 100 kilomètres de Millau. Il y a aussi encore plus déglingo qui serait de faire la mi-1000 kills, donc sur 500 bornes, en autonomie avec un accompagnateur donc à vélo. Et il y a aussi toujours dans un coin de ma tête un Ironman. Donc les défis sont encore assez importants, assez grands. Là, il faudra le calibrer et l'accompagnant que peut être Bruno sera là pour peut-être te tempérer ou te pousser. Il y a peut-être besoin d'une petite étincelle à nouveau pour remettre la machine en route. Ouais, et puis au-delà de ça, je verrais bien ces épreuves avec vraiment, pourquoi pas, des gens qui sont débutants, revoir un petit peu cet effet de groupe et d'emmener des gens qui ont envie de faire un truc extraordinaire. Et je parle pas forcément de physique hors norme, mais voilà, de gens qui sont un petit peu sportifs, qui ont une petite pratique, et d'arriver à faire un groupe, d'arriver à faire une émulsion et d'y aller tous ensemble. D'où viennent, Dounia, tes inspirations? Ce fait de vouloir rêver plus grand, de casser un petit peu les codes, les stéréotypes et te dire que c'est peut-être pas si impossible que cela. Eh bien, j'ai l'impression que je suis née sur le mauvais continent. J'aurais aimé naître aux États-Unis pour leur façon de voir que tout, enfin de voir tout en grand, de voir que tout est possible et que tout est accessible. J'ai pas vraiment de modèle prédéfini, mais c'est vrai que la mentalité américaine me suit au quotidien et c'est aussi comme ça que je me suis mis des défis professionnels. Donc j'ai pas vraiment de nom comme ça qui me viennent en tête, mais en tout cas d'aller sur un mode de vie un peu outre-Atlantique et une façon de faire, une façon de penser, ça c'est mon inspiration au quotidien. Bruno, est-ce que tu partages cette inspiration américaine? Est-ce qu'il y a de bonnes choses à aller prendre à nos collègues outre-Atlantique? Ouais, complètement. Je suis complètement en phase avec ce que dit Dounia. Je crois que la mentalité des gens aux États-Unis, alors peut-être même plutôt le mode un peu anglo-saxon. Je pense que les Anglais sont un peu comme ça aussi, les Australiens, en Nouvelle-Zélande, enfin tous ces pays où effectivement la notion d'échec n'est pas vue du tout comme la nôtre. Il y a pas d'échec. À la limite, nous, un chef d'entreprise alors on pourra en parler puisque Dounia se lance dans une entreprise qui a justement un lien avec le sport, mais un chef d'entreprise qui échoue chez nous est montré du doigt. Il est sur la liste rouge. Aux États-Unis, je vais pas dire que plus il a échoué et plus on est sûr qu'il va réussir, mais presque. Alors c'est un raccourci très rapide de la philosophie, mais c'est comme ça. C'est quand même incroyable que quelqu'un qui est beaucoup échoué, on va se dire il s'est tellement planté que là cette fois-ci il va y arriver. Nous, on se dit il s'est tellement planté qu'il faut surtout pas lui faire confiance. Et je suis d'accord avec elle. C'est complètement ça. Au niveau de l'entraînement, on n'est quand même pas sur du no pain, no gain. Est-ce qu'il y a quand même une petite nuance à apporter ou est-ce que Dounia, tu partages cette maxime? Eh bien, écoutez, je pense que je dois être complètement tarée parce que je partage ceci. Enfin, et en plus, moi, je dirais que je me transcende dans la douleur et j'apprécie et je dirais même que je vais aller chercher cette douleur. Donc c'est vrai que moi je m'y retrouve complètement. Je suis la seule dans mon entourage, mais jusqu'à présent ça me réussit. Donc ouais, no pain no gain, je pense que ça me va bien. Ouais. Bruno, c'est là que tu dois peut-être tempérer par ton regard de coach ce que tu vas pouvoir lui mettre au programme pour que elle ne tombe peut-être pas dans le trop d'activité allant jusqu'à l'écarter de la pratique par la blessure. Ouais, c'est ça. Après, on a parlé de modèle anglo-saxon, on a parlé de business. Moi, ce que je dis souvent aux athlètes, la séance d'entraînement, l'entraînement, il faut que ça rapporte. Donc, on est un peu quand même dans le no pain, no gain. C'est-à-dire que pour qu'il y ait du gain, il faut qu'il y ait un petit peu de douleur, il faut qu'il y ait un petit peu de difficulté. S'il n'y a pas un peu de difficulté, s'il n'y a pas un peu de douleur, il n'y aura pas de gain.
Après, s'il y a trop de douleur et trop de difficultés, il y aura pas de gain non plus. Donc, le rôle de l'entraîneur, c'est aussi d'avoir ce regard extérieur, cette lucidité, ce recul qui va lui permettre de dire, voilà, jusque-là, ça marche. Au-delà, ça marchera pas. J'étais avec un sportif que je suis à distance là ce matin et il avait une séance de VMA à faire. Une séance de VMA, grosso modo, ça dure 1 heure et quart. Et là, je vois que la séance a duré 1h45. Et je regarde la séance dans le détail et je vois qu'il s'est échauffé 45 minutes et que derrière, il a fait 45 minutes de retour au calme. Le gars, il prépare un 10 bornes. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et après, la discussion, elle était là-dessus. C'est, pourquoi tu fais ça? S'il y a une bonne raison de le faire, parce que t'as passé une journée où t'as juste envie de prendre l'air et de sortir, je vais pas rentrer dans les détails de la séance, mais c'était en l'occurrence le cas, eh ben vas-y, fais-le. Fais tes 45 minutes avant, fais tes 45 minutes après, ça te fait du bien. Oui, pas de problème, tu vas pas te faire de mal. Mais si c'est parce que tu dois absolument faire ton kilométrage à la fin de la semaine parce que t'as dit que il fallait en faire 80 et que si t'en fais 79, ça va pas aller, non, ça c'est stupide et c'est inefficace. Donc toujours trouver l'équilibre, mais ça passe par de la communication avec le sportif. Quel est son contexte? En l'occurrence, lui, c'est un chef d'entreprise aussi qui a beaucoup de stress et qui attend avec impatience le fait d'aller dehors et de prendre l'air. Mais si au bout d'une heure et quart, il en a pas assez, vas-y, fais 30 minutes de plus, c'est pas un problème. Donc, une fois de plus, on est dans l'écoute, la personnalisation du plan d'entraînement et on est sur de l'humain. Faut pas l'oublier. Dounia, ces réseaux, ces vidéos que tu postes donc à l'issue de tes séances d'entraînement pour évoquer ton parcours de sportive, comment tu t'en es servi sur un plan motivationnel? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que c'était un rendez-vous avec toi-même pour avancer et documenter ta pratique? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un contre-coup, comme le disait Bruno, quand on affiche parfois ses ambitions, on est un peu tenu par ses engagements et c'est peut-être parfois difficile avec des hauts, avec des bas, avec des moments où la forme est peut-être un peu moindre. Comment tu t'en es servi de ces outils un petit peu numériques et digitaux pour avancer et progresser? Alors, Eh moi, bien, j'ai fait. Je peux me permettre, Dounia, je te coupe, désolé. C'est moi qui lui ai forcé la main. La première vidéo, elle était perso. Elle me l'a envoyée à moi seul. C'était pas pour, voilà. Elle m'envoie une vidéo, elle revient de l'entraînement, elle est dans la voiture, elle m'envoie les vidéos et elle me dit, mais t'es vraiment un dingue. Enfin, je sais pas ce qu'elle me dit, mais bon, c'était mortel. Moi, j'étais mort de rire. Et c'est là que je lui ai dit, mais c'est quand même dommage de garder ça pour soi. Donc je vais la laisser répondre maintenant, mais franchement, je sais pas si c'était pas une stratégie du tout définie à l'avance par Dounia. C'est moi vraiment qui, là, franchement, je lui ai forcé la main. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai pas ressenti ça comme me forcer la main, mais disons qu'il m'a mis un petit peu sur un plateau et c'est vrai que en fait c'était aussi un exutoire. C'était vraiment la préparation était vraiment très difficile, la prépa marathon, et c'est vrai que le fait de prendre la vidéo et de l'insulter un petit peu parfois, ça me faisait du bien. Je voulais aussi montrer que, j'étais sûrement pas la seule. Au premier commentaire, j'ai vu que j'étais pas la seule. Du coup, en fait, ça a un effet boule de neige. Tout ce que je voulais pas, c'était me forcer. Donc, quand j'avais pas envie de le faire, je le faisais pas. Je voulais vraiment que ce soit 100% authentique, autant dans le bien que dans le bad, puisque pour moi, c'est le pouvoir de l'engagement, justement, c'est aussi d'avoir la force de montrer que quand c'est difficile, c'est difficile. Que quand j'ai les cheveux qui sont en pétard, j'ai les cheveux qui sont en pétard. Je suis une femme qui fait du sport. Et en fait, ça a été émotivant et salvateur et engageant. Et en même temps, j'ai senti que je rendais ça accessible. J'ai senti qu'il y a notamment des femmes en surpoids qui se sont senties engagées. Et j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Et comme j'aime vraiment profondément les gens, je me suis prise au jeu et je me suis dit, allez, si j'arrive à changer la vie d'une seule personne, et ça a été ma target, donc j'ai continué comme ça. Sur un plan alimentaire, Dounia, tu disais travailler dans le milieu de la restauration. Est-ce que tu as dû revoir complètement ton alimentation? Est-ce que ça a été un facteur, un axe de progression? Parce que tu parlais d'une perte de poids qui a quand même été assez importante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu attaches encore une importance à cette perte de poids? Ou est-ce que globalement, tu as trouvé ton équilibre entre la pratique sportive et ce côté nutritionnel? Alors non, je suis pas dans l'équilibre en ce moment. Et en fait, c'est comme ça, c'est les périodes de vie. En revanche, je ne vois pas une préparation physique et sportive
sans rééquilibrage, et c'est même pas le rééquilibrage, c'est vraiment le carburant nécessaire et les bons aliments pour l'inflammation, pour récupérer tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai un regard qui a changé par rapport à mes débuts où de passer de rien à beaucoup de sport, on maigrit très vite, même si on mange mal. Sauf qu'au bout d'un moment, le corps a compris et donc ça stagne. Aujourd'hui, moi, je vois pas de préparation sans suivi alimentaire et c'est mettre des billes dans son sac pour arriver au défi. Donc pour moi, aujourd'hui, les deux vont ensemble. Parce que j'ai, par expérience, des personnes qui sont également dans mon entourage en perte de poids, et bien souvent, toi, on va les pointer du doigt en leur disant mais oui, mais vu comment tu manges, c'est normal que tu ne puisses pas perdre de poids. Alors que parfois, il y a peut-être un côté physiologique, tu le disais, je suis pas tombé peut-être dans la bonne enveloppe, il y a un côté génétique, et quoi que je fasse, même si je suis très rigoureuse et très sérieuse, je pourrais pas prétendre à avoir une silhouette aussi fine que mon voisin ou que ma voisine. Quel est ton sentiment par rapport à ça ? Mon sentiment, il a évolué avec la pratique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement encore des gens aujourd'hui qui me disent mais comment tu peux acheter une paire de running à 150 €, tu ferais mieux de te payer 3 séances nutritionnistes. Il y a ce genre de réflexion, sauf que moi aujourd'hui, j'ai envie de leur dire j'ai ma médaille de 100 bornards, en fait. Donc j'ai pas de leçons à recevoir, j'ai pas d'avis, j'attends pas de ton avis en tout cas. Par expérience, parce que j'ai testé, je sais ce qui marche sur moi, je sais ce qui me fait du bien, et qu'aujourd'hui la personne que je vois, la femme que je suis et comment je me suis réalisée me convient parfaitement, et qu'elle soit dans une enveloppe de 70, 80 ou 110 kilos aujourd'hui, moi ce que je vois c'est une nana qui est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire, quoi. Donc ça a complètement évolué, et aujourd'hui vraiment ça me glisse dessus, quoi. Ce qui t'a donné envie, au regard de ton évolution dans le sport, une personne donc avec un poids assez important, tu te décris comme une femme forte en tout point, parce que côté caractère, il y a aussi ce qu'il faut derrière. Mais tu as eu envie de lancer ta marque à destination des personnes qui, comme toi, ont des formes, les assument et ont envie d'avoir des tenues confortables. C'est de là qu'est né ton projet d'entrepreneuriat dans le monde du sport. Ouais, tout à fait. En fait, cette marque, au départ, elle était juste pour moi. Je voulais vraiment me créer ma première ligne de vêtements, parce que ça a été, au-delà des entraînements, je crois que ça a été un des défis les plus gros, trouver des vêtements adaptés. Aujourd'hui, en termes de vêtements sportifs et techniques, ça, chez les femmes, ça va s'arrêter au 42, quoi. 42, peut-être 44 si vous avez de la chance. Moi, j'étais un modèle en 48. Et je me suis dit, je vais faire une ligne sportive pour moi. Et au regard des coûts, de faire en petite quantité ou en grande quantité, c'était la même chose. Et je me suis dit que j'étais certainement pas la seule dans cette difficulté à pas trouver des vêtements, à avoir les cuisses qui brûlent, à avoir les pantalons qui tombent sur les fesses, ce genre de choses. Et je me suis lancée dans l'aventure en me disant, là, je vais répondre à une vraie peine qui existe. Et j'en fais mon chemin de bataille aujourd'hui. Ouais. J'ai envie d'inviter toutes ces femmes qui ont peur du regard des autres parce qu'elles ne trouvent pas des vêtements, à faire ce premier pas en achetant mes produits et en se disant, grâce à Dounia, aujourd'hui, je vais pouvoir pratiquer une activité physique. Et c'est carrément presque un projet sociétal de remettre toutes ces femmes, de leur redonner confiance, de les mettre en mouvement, juste pour qu'elles se sentent belles et fortes, en fait. Pas forcément pour qu'elles perdent du poids, mais pour qu'elles aillent se défier et qu'elles aillent chercher ce qu'elles ont dans le ventre. En dépassant un petit peu le regard de l'autre, les observations que l'on peut nous faire, ça c'est des choses sur lesquelles tu travailles au-delà de cette simple tenue textile que les femmes vont porter. Tout à fait, c'est presque une marque thérapeutique en fait, puisque moi je pars sur des gammes qui sont colorées, engageantes, et voilà, j'ai envie qu'on nous voit, j'ai envie qu'on nous voit dans notre pratique. Donc à fond les couleurs pour des gros défis, quoi. Là, tu as déjà des modèles qui sont prêts à sortir. On est à la phase du prototype. Quel est ton cheminement là actuellement ? Là aujourd'hui, on est en prototypage, donc tout devrait arriver courant mars. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais recontacter les femmes qui ont servi à faire mon étude de marché, pour faire des crash tests en fait. Donc elles vont toutes essayer dans leur pratique mes prototypes. Et ensuite, on espère, s'il n'y a pas de retard, avoir une première prévente en juin,
Sinon, ce sera pour accompagner les inscriptions en sport à la rentrée. Avec quel type de produit? On part sur des cuissards, collants, shorts, t-shirts, vestes. Il y a vraiment toute la déclinaison de tenues de sport que l'on peut trouver. On va commencer par une première déclinaison qui sera le legging, puisque c'est la première difficulté. Voir un petit peu les retours de toutes ces femmes et voir un petit peu si ma cible est vraiment bien entendue en tout cas. Et ensuite, on part sur tout le reste des problématiques, donc des brassières, des t-shirts et des choses qui vont s'adapter à chaque sport. Bruno, toi qui es également entrepreneur, comment tu vois le parcours de Dounia? Là, ça dépasse le cadre de l'exploit et de l'accomplissement sportif. Ouais, c'est vrai, mais je fais souvent la similitude. Je pense qu'il y a énormément de similitudes entre un parcours d'entrepreneur et un parcours de sportif. On se fixe des objectifs. Voilà. Si les sportifs d'ailleurs sont si souvent sollicités par les entreprises pour parler de leur parcours, c'est bien qu'il y a des similitudes. Donc, on retrouve dans ce que fait Dounia, on retrouve tous les ingrédients de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a mis en place dans sa pratique sportive, c'est-à-dire qu'elle voit une situation dans laquelle ça fonctionne pas, les barrières qui sont ôtées quand elle franchit la ligne. Là, elle voit une absence de matériel à disposition des gens qu'elle a profilés. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fixe un objectif et elle met en place les choses. Donc pour moi, il y a vraiment une similitude. Après, on pourrait même aller plus loin en disant que toutes ces barrières qu'elle a réussi à franchir, c'est le cas de le dire, les barrières qu'on emballait, toutes ces barrières qu'elle a réussi à franchir, ces jugements au-delà desquels elle est allée, je suis certain que ça lui a servi et que ça lui sert, comme ça nous sert à tous, dans notre quotidien. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi déglingo de vouloir lancer une marque de vêtements pour femmes en surpoids que de se lancer sur un 100 km. Mais voilà, je crois que c'est son ADN, c'est sa façon de vivre, c'est le sel qu'elle met dans sa vie de tous les jours et ça lui ressemble totalement. Ça a du sens, c'est quelque chose qui est nécessaire pour les femmes qui courent. Franchement, pour moi, tout est cohérent, tout est logique dans sa démarche et dans sa façon de faire. Alors après, je ne sais pas si elle connaîtra le même succès qu'elle a connu en sport, mais il n'y a pas de raison. Et si elle y met la même énergie et c'est ce qu'elle fait, moi, je pense que ça va. Alors, j'allais dire, ça m'a marché, ça va courir. Est-ce que tu as des difficultés, des choses qui aujourd'hui, dans cette mise en place de cette gamme de vêtements, te posent souci, ou est-ce que globalement, ça suit son cours avec un accueil, des échos de la part des partenaires que tu vas pouvoir rencontrer, plutôt positif et élogieux par rapport à ce projet? Je dirais que c'est comme une prépa, il y a des hauts, il y a des bas, donc c'est mitigé. Je rencontre des bons retours des femmes qui attendent ce produit, et en même temps, je dirais un engouement un peu plus timide des partenaires textiles qui n'ont pas l'habitude de ce genre de projet et qui se disent que de faire des vêtements grande taille, c'est pas bankable, ou en tout cas c'est pas sexy. Et c'est là où le défi, c'est de leur montrer qu'ils se trompent, et la ligne d'arrivée, c'est ça en fait, c'est d'arriver à leur montrer qu'ils se sont trompés. Ouais. Tu envisages une production plutôt française, européenne? Quels seraient finalement les différents axes de ce cahier des charges que tu t'es donné, cet objectif de production d'une ligne de vêtements pour personnes en surpoids? L'idée au départ était de produire français. Ayant un projet non sexy et avec des quantités limitées, j'ai dû agrandir mon périmètre. Donc on va aller en Europe et hors Europe pour certains types de tissus. J'ai envie d'une marque qui soit raisonnée, donc on sera sur des préventes pour ne pas avoir des stocks conséquents et rentrer dans la surconsommation. Et le but, je dirais, à 3 ans, c'est de trouver un partenaire français avec lequel on puisse travailler, pérenniser et avoir notre place sur des stands, sur des grandes courses comme le Marathon de Paris. Donc il y a encore de beaux défis à accomplir, que ce soit sur le plan entrepreneurial et sur un plan sportif, Dounia, à court moyen terme. Alors peut-être que Bruno est déjà dans la confidence, mais est-ce qu'il y aura des prochaines courses à venir, ou est-ce que là, tu le disais, on est dans une période un petit peu entre les deux, où la motivation revient, mais c'est pas encore totalement fixé?
La motivation est là, le temps un petit peu moins. En revanche, j'ai décidé de m'atteler à ce que je maîtrisais moins, ce qui est la natation. Donc là, je nage 3 à 4 fois par semaine. Je me suis mis dans le viseur la traversée du lac d'Annecy. Donc là, on part sur des épreuves 5 ou 10 kilomètres. Donc le choix est pas encore fait. C'est ce que je disais juste avant. Le 5 me semble accessible. Du coup, est-ce que je vais être aussi disciplinée sachant que c'est accessible? Parce que j'ai l'impression que ça va être... Aujourd'hui, je vais nager entre 3 et 4 kilomètres. Donc le 5, on peut aller le chercher facilement. Voilà, donc la question aujourd'hui, c'est 5 ou 10 kilomètres. Et j'espère pour l'année prochaine les 100 kilomètres demi, ouais. Avec Bruno, sur le vélo. J'ose pas lui demander parce que je pense qu'il va s'entraîner, mais mon rêve, effectivement, ce serait d'avoir Bruno sur un vélo. Mais bon, je vais viser sûrement 20 heures de course. Est-ce que le petit popotin de Bruno va supporter 20 heures sur la selle? Ça, c'est une autre question. Je rêve, moi, de faire des courses d'ultra-distance en vélo. Donc, 20 heures sur une selle, pourquoi pas. Mais on parlait tout à l'heure de physiques qui sont pas forcément toujours des physiques appropriées. Je vais pas raconter ma vie et rentrer dans des détails un peu glauques, mais je pense que j'ai pas un popotin de cycliste. Et à ma grande, je trouve pas le terme. J'en suis vraiment attristé parce que j'aimerais ça. Mais voilà, moi, dès que je fais du vélo, je suis tout de suite embêté. J'ai vraiment des problèmes à ce niveau-là, et donc ouais. Mais après, quand on est suiveur cycliste pour une course de 100 km, c'est complètement différent du vélo qu'on pratique, on va dire d'un point de vue plus sportif. C'est complètement différent. Et puis, on pourrait faire un podcast là-dessus, sur l'accompagnement du 100 km et l'accompagnement du 100 km à Millau, où là, on rentre dans une autre dimension. On rentre vraiment dans quelque chose d'assez incroyable. On parlait de liens entre le coureur et le cycliste. C'est des liens qui sont juste indescriptibles. On vit des moments très très fort. Souvent, j'ai tendance à dire, il y a que le sport pour nous faire vivre des émotions comme ça. Alors après, je me dis toujours, peut-être que les gens qui font de la musique ou les gens qui font de la danse se disent la même chose. Moi, je sais pas, je connais pas assez, mais franchement, à Millau, on peut vivre des émotions exceptionnelles que seul Millau, que seul le 100 km et que seule la course à pied peuvent faire vivre. C'est des moments incroyables, indescriptibles. Unique. Dounia, j'aurais une dernière question. C'est la traditionnelle du podcast À côté de mes pompes. Quand tu es justement à côté de tes pompes, pas dans un bassin, pas en natation, pas en train de courir ou en train de penser à ton projet d'entreprise, qu'est-ce que tu aimes faire? Eh bien, j'ai 2 passions qu'on ne pourra jamais m'enlever. La première, c'est que j'ai presque envie de créer la Fédération française de l'apéro. Puisque c'est une activité qui réunit énormément de monde et peu importe son niveau, on est toujours très heureux de participer à ce genre d'événement et que ça fait partie de mon ADN. J'aime être entourée et j'aime beaucoup partager. Et le deuxième point, c'est que je suis aussi pendant mon temps libre famille d'accueil pour des chiens qui sont maltraités. Et du coup, je les réhabilite avant qu'ils puissent trouver une famille. Donc voilà, ça me prend pas mal de temps et c'est assez gratifiant. Ouais. Alors, si tu avais, Dounia, un dernier mot à dire à Bruno, qui est de l'autre côté de l'écran, quel serait ton message? Écoute, comme je le répète à nouveau, tu es le 2e homme de ma vie, Bruno, et je ne sais pas ce que serait ma vie aujourd'hui sans toi. Donc, je suis particulièrement heureuse et touchée d'avoir fait cette rencontre qui est pour moi unique. Est-ce qu'il y a quelque chose? J'en bafouille, j'en bégaye. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on est tous là sur Terre pour une bonne raison. Et je me dis que si, à travers le sport, à travers l'enseignement, l'entraînement, je contribue à ça, c'était pas du tout ce que je pensais faire au départ. Mais si ça aide à ça, ma vie elle a un sens. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux. Merci Dounia pour ton message. Merci Bruno pour cet accompagnement que tu mènes avec Dounia. On invite toutes les personnes qui sont peut-être avec un profil atypique, en surpoids, différent, à se lancer des défis et à se dire que finalement c'est peut-être dans un coin de votre tête. Donc écoutez votre petite voix et dites-vous que c'est possible. Merci à tous les deux pour cet épisode. Merci.
Et pour les auditeurs, eh bien, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.